Vous savez, les données géospatiales, elles sont absolument partout, dans nos téléphones, nos voitures, mais ce qu'on ne réalise pas toujours, c'est que derrière chaque petit point sur une carte, il y a comme un langage secret. Et aujourd'hui, on va essayer de le décoder ensemble. Alors, imaginez, quelqu'un vous dit « il fait 40 degrés ». Bon, a priori, c'est simple, non? On pense direct à une journée super chaude, on a presque envie d'aller piquer une tête. Sauf que cette information, si on la prend comme ça, toute seule, elle est en fait incroyablement vague. Oui, pour que ce 40 veuille vraiment dire quelque chose, il lui manque tout son contexte. Sans ça, cette donnée est presque inutile. Alors la question c'est, de quoi on a besoin au juste pour la faire parler, cette donnée? Eh bien, pour donner du sens à ce chiffre, il nous faut ce qu'on appelle des métadonnées. C'est un peu les données sur les données. Il faut se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on parle en Celsius ou en Fahrenheit? Ça change tout. Où est-ce que la mesure a été faite? À quelle altitude? Avec quel type d'instrument? Chacune de ces réponses, mais vraiment chacune, va changer du tout au tout la signification de ce fameux 40 degrés. Ok, ça, c'était pour la température. Maintenant, appliquons cette même idée au monde bien plus complexe de la localisation. Et c'est là que ça devient vraiment curieux. Parce que comment ça se fait qu'un GPS et, disons, une carte marine puissent donner des coordonnées légèrement différentes pour un seul et même endroit? La réponse, elle tient dans un concept qui est absolument fondamental, le système de référence géodésique. On appelle ça aussi un datum. Le plus simple, c'est de l'imaginer comme le point de départ, le point zéro à partir duquel toutes les mesures de position sont calculées. C'est en quelque sorte le cadre de référence de tout notre monde numérique. Et c'est là qu'est tout le problème. C'est qu'il n'y a pas un seul système de référence universel, non. Différents pays, différentes industries utilisent des systèmes différents. Et c'est encore plus vrai, c'est même un vrai casse-tête quand on commence à parler de l'altitude, c'est-à-dire de la hauteur. Imaginez ces systèmes comme des calques transparents qu'on superpose, mais qui ne s'alignent pas parfaitement. Par exemple, le WGS 84, c'est un modèle mathématique de la Terre entière super lisse. C'est parfait pour un système global comme le GPS. Mais si on fait une carte topographique locale, on va plutôt utiliser quelque chose comme le NAVD 88, qui est basé sur le niveau moyen réel de la mer à un endroit précis. Et si on est en mer, pour la navigation, ce qui compte avant tout, ce sont les marées. Donc on va utiliser un standard comme le MLLW. En fait, chaque point zéro est optimisé pour un usage spécifique. Et c'est exactement ça qui crée ces fameux décalages. Bon, ce problème de données qui ne parlent pas la même langue, ce n'est pas juste une anecdote pour les cartographes. C'est un vrai obstacle, un frein pour toute la recherche scientifique. Et c'est justement pour faire sauter ces verrous, pour casser ces barrières, qu'un grand mouvement mondial est né, la science ouverte. Son but, rendre la science plus collaborative et donc plus efficace. Et cette citation du CNRS, elle résume l'idée à la perfection. Le but, c'est de sortir la recherche des bases de données fermées. Quand on partage ouvertement les données, les méthodes, on évite de réinventer la roue en permanence. On accélère les découvertes et, chose cruciale, on renforce la confiance dans la science. Et attention, ce n'est pas juste un beau concept sur le papier. C'est une vraie tendance de fond qui est en train de changer la façon de faire de la recherche. La preuve, on le voit très bien ici, la part des publications scientifiques françaises qui sont en accès libre ne fait qu'augmenter. Maintenant, pour que ce partage de données fonctionne vraiment, il ne suffit pas de les mettre en ligne et de dire « voilà, c'est ouvert ». Non. Il faut qu'elles respectent ce qu'on appelle les principes FAIR. En gros, elles doivent être faciles à trouver, accessibles, réutilisables et surtout, et c'est là le cœur de notre sujet, interopérables. C'est ce I d'interopérable qui est la clé. C'est lui qui garantit que des données issues de systèmes différents vont enfin pouvoir se parler. D'accord, mais alors comment on fait, concrètement? Comment on rend ces données interopérables? Comment on traduit une altitude d'un système de référence à un autre? Heureusement, on a pensé à tout. Et il existe des sortes de traducteurs universels, des outils et des normes qui sont conçus pile pour ça. La première brique, ce sont les normes communes. Des organisations internationales, comme l'Organisation hydrographique internationale, travaillent à créer des langages standardisés. La norme S100, par exemple, c'est un peu le dictionnaire commun qui garantit que tout le monde, partout dans le monde, va décrire les données marines exactement de la même façon. C'est la base de tout. Et ensuite, on a les outils logiciels qui entrent en jeu. Ce sont eux les héros de l'histoire. On a Vedatum, par exemple, qui est capable de jongler avec des dizaines de systèmes de référence différents pour convertir une hauteur. Et puis il y a Proj, qui est une bibliothèque logicielle. C'est un peu le moteur de traduction qui tourne en arrière-plan dans plein d'applications qu'on utilise. Ce sont de vrais traducteurs experts. Et le but final de tout ça, de toutes ces normes et de tous ces outils, c'est d'atteindre ce fameux Graal, l'interopérabilité. C'est l'idée, toute simple mais super puissante, que des systèmes de données complètement différents, qui n'ont pas été conçus pour ça à la base, puissent s'emboîter parfaitement, comme des pièces de puzzle, et fonctionner ensemble sans le moindre problème. Bon, on a vu pas mal de théories. Maintenant, si on passait à la pratique, on va suivre le voyage d'une donnée.
pour voir concrètement comment tous ces concepts permettent de transformer une simple mesure brute en une info scientifique super précieuse et surtout partageable. Alors, voilà, le voyage de notre donnée, il commence exactement ici, avec ce capteur qui est tranquillement plongé dans l'eau. Sa mission, mesurer en continu la pression et la température. Il fait partie du réseau de surveillance HTMLnet sur la côte provençale. Et une fois que le capteur a fait sa mesure, il l'envoie. Et voilà ce que ça donne. Un truc complètement illisible. Une longue chaîne de caractères bien cryptiques. C'est le langage machine du capteur. En l'état, on ne peut absolument rien en faire. Il faut le décoder. Ok, première étape de traduction. Après un premier traitement, la donnée commence enfin à ressembler à quelque chose. Elle est structurée, on peut lire la station, la date, l'heure, la température. C'est déjà beaucoup mieux. Mais attention, elle n'est pas encore prête à être partagée avec la communauté scientifique mondiale. Et voilà l'étape finale, la consécration. La donnée est enrichie avec toutes ces métadonnées, on précise le système de référence, les unités, l'instrument qui a servi à la mesure, tout. Et ensuite, elle est mise à disposition sur des plateformes standardisées, comme RDDAP. Et là, ça y est, n'importe quel chercheur aux 4 coins du monde peut y accéder, la télécharger et l'utiliser pour ses propres travaux. Et c'est là que toute la magie opère. Parce que cette donnée de température, maintenant qu'elle est interopérable, eh bien on peut la croiser avec par exemple des données de vitesse du vent qui viennent d'un tout autre réseau, ou avec des images satellites. En combinant toutes ces sources, qui au départ ne se parlaient pas, les scientifiques peuvent construire une vision beaucoup plus fine et complète des phénomènes qu'ils étudient. On a vu ensemble comment l'interopérabilité arrive à résoudre un vrai casse-tête pour la mesure de l'altitude. Mais en fait, ça ouvre une question beaucoup plus large. Au-delà de la géographie, au-delà de la localisation, quels sont les prochains langages de données qu'on va devoir apprendre à traduire ? Quels sont les prochains ponts qu'on va devoir construire pour bâtir un monde dont l'information circule encore plus librement et permet de générer des connaissances toujours plus incroyables ?